Mais la question aussi que nous posons, c'est que notre société refuse l'idée de la confrontation. Oui. C'est-à-dire que si ce matin, si vous êtes ministre de l'Intérieur, en clair, vous faites comme M. Nunez. Parce que vous pensez à vous, vous n'avez pas envie de terminer je ne sais où. Donc vous dites au fond, pas de vague, on ne fait rien. On prie le ciel qu'il n'y ait pas trop d'incidents, c'est ce qui s'est passé. Et puis, tout ça se passe, bien, en tout cas, de leur point de vue, du point de vue. Mais si vous, les 650 gendarmes, si vous les faites entrer dans la... D'ailleurs, c'est pas une rave party, c'est une free party, je sais pas la différence. C'est gratuit, la différence d'une rave party. J'ai appris ça comme vous, je l'ignorais. Donc la free party, bon. Donc si vous allez à la confrontation, alors là, il peut y avoir du grabuge et on ne sait pas ce qui peut se passer. Déjà arrivé à Nantes, rappelez-vous, à la fête de la musique à Nantes en 2019, il y a Steve qui est tombé dans la loi. Donc c'est des gens... Moi, je pense que ces gens, ils prennent leur risque en faisant ça. Et l'État ne répond pas. Très bien. Très bien, l'État ne répond plus. De toute façon, l'État ne répond pas. Il n'a pas répondu à la ZAD de Nantes il y a 10 ans et on a vu les conséquences. Donc vous avez un État qui est faible. Oui. Sauf pour des gens comme vous ou pour moi. Là, il n'est pas faible. Oh. Pour les, entre guillemets, les gens qui... alors eux, si vous faites un truc en dehors des clous, là, vous serez sanctionné. Pendant les gilets jaunes, pendant le Covid, face aux agriculteurs, j'ai pas le souvenir que l'État était faible. On voit qu'il y a un 2 poids, 2 mesures, fort avec les faibles et faible avec les forts. Et tout le monde prend la mesure de ça. Il faut saisir le matériel, tout le monde sait ce qu'il faut faire. Hein. Mais bien sûr. La loi va être discutée au Parlement. Laurent Nunez va défendre un projet de loi qui, pour le coup, est très utile, permettre de saisir, parce que ça paraît idiot, mais on ne peut pas saisir aujourd'hui le matériel, parce que souvent il est loué dans les pays de l'Est, etc. Mais... Saisir le matériel, déjà, vous allez taper au portefeuille de ceux qui organisent ces soirées. Mais il y a plein de choses que vous pouvez faire. Vous savez ce que vous faites ? Vous confisquez toutes les voitures. Vous les confisquez toutes. Croyez-moi, ça va leur faire réfléchir. Hein. Ils vont peut-être pas venir la prochaine fois. Vous venez sur un endroit illégal avec une voiture, on confisque votre voiture. C'est simple. Tu tues personne. Bon, et tu confisques la voiture. Vous allez voir, les toughers, s'ils vont continuer à s'amuser, à faire en plus la drogue à ciel ouvert. Enfin, c'est tellement lamentable. Oui. Est-ce que je peux faire une remarque ? Et on va voir le sujet de Marine Sabourin. Oui, faire juste une petite remarque sur le degré zéro de la culture que représentent aussi ces free parties. C'est de la musique, moi j'appellerais dans mon système de la sous-musique. Oui, ça me va. Dans mon système. Hein. Non, mais c'est le degré zéro de la musique. Oui, mais bien sûr. C'est le degré zéro de l'extase, c'est le degré zéro de la pensée. Ce n'est rien, c'est une espèce de transe collective. Et ils vous diront que c'est Woodstock. Ils vous diront que c'est Woodstock. Non, Woodstock, c'était quand même tout à fait autre chose. D'abord, c'était un phénomène unique. Oui. C'est un phénomène unique qu'ils ont essayé de répéter, qui ne s'est jamais répété. Mais là, c'est une organisation de drogue, de l'extase, etc., minimaliste. Moi, je trouve ça terrifiant. Mais vous avez les idées les plus simples. Quand tu fais de la politique, il faut avoir des idées les plus simples. Celle que je propose, elle est toute simple, toute bête. Tu confisques les voitures. Vous savez, Pascal, que confisquer la voiture pour les braconniers, c'est immédiat. Et ben, vous allez braconner avec une voiture, votre voiture est confisquée. C'est simple, tu fais passer la loi. Mais qui ne sera pas d'accord avec ça ? Là, tu tues personne, tu insultes personne, etc. Vous venez qui n'est pas d'accord. Ils se sont exprimés tout le week-end. Manon Aubry s'est exprimée. Oui. Mon amie Sandrine Rousseau, évidemment, s'est exprimée. Ils ne sont pas d'accord. Bon, les jeunes s'amusent. Au milieu des obus qui manquaient d'éclater, par ailleurs. Et ils ont fait venir des démineurs. Oui. C'est-à-dire que tu as mobilisé en plus tous les services publics de l'État qui ont vraiment autre chose à faire. Mais je vous assure, c'est tellement invraisemblable. Pendant ce temps-là, les boîtes de nuit sont vides à Paris, donc la volonté de s'amuser, elle a quand même bon dos. Ce qu'il y a, c'est surtout une volonté d'en découdre avec l'autorité de l'État. Bon, je ne suis pas sûr que les boîtes de nuit soient vides à Paris, mais bon. Elles ferment de plus en plus. Oui, parce qu'elles sont remplacées par d'autres choses. Il y a des bars de nuit, mais bon, peu importe. Voyons le sujet de Marine Sabourin. 2 personnes ici. Vous avez quelque chose sur votre téléphone ou quoi qui peut prouver votre identité ? 14 points de contrôle et des centaines de gendarmes mobilisés pour verbaliser les participants du Technival près de Bourges. Vous aussi, madame, je veux bien votre pièce d'identité. Contrôle d'identité, fouille des sacs. À la demande du ministre de l'Intérieur, les teufeurs sont verbalisés à double titre. Pour avoir pénétré sur un terrain militaire et pour avoir participé à un rassemblement illégal. Montant total, 300 € par personne. Dès hier, plusieurs scènes se sont vidées progressivement. Laurent Nunez sur place a dressé un premier bilan. Quand j'entends les organisateurs diffuser un certain nombre de messages en disant que finalement il n'y a pas d'incident, etc., pour nous c'est absolument inaudible.
C'est absolument inaudible. On a eu 28 urgences relatives et 5 urgences absolues. Il y a eu 12 personnes qui ont été transportées dans des hôpitaux. Il y a eu 7 interpellations, dont 5 gardes à vue, parfois pour refus d'obtempérer ou violence contre les forces de l'ordre. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu d'incident. Le ministre de l'Intérieur a également dénoncé un marché à ciel ouvert de consommation de stupéfiants. Je vais vous faire écouter la réaction de la maire Édith Raquin, qui est donc la maire de Cornus. Qui est la maire socialiste. Elle, pareil, voilà, il n'y a pas d'incident grave, donc c'est pas très grave. Elle n'était pas mécontente. Écoutez-la, Madame Raquin. Pour l'instant, donc, c'est un soulagement pour vous, de ce point de vue, sur le plan sécuritaire? Écoutez, au vu de cette première journée, oui, effectivement, c'est un grand soulagement. Il y a eu quelques blessés, mais sans gravité. Donc on est serein, on est très confiant pour le reste de ce week-end. Maintenant, on espère que les festivaliers seront tout aussi prudents et respecteront bien les consignes qui leur ont été données. Donc j'ai dit qu'elle était socialiste, elle est maire sans étiquette. Mais vous avez toute la soumission. Moi, j'ai rien contre Madame Raquin. J'avais bien en plus Thérèse, une de ses ancêtres. Mais Madame Raquin... Non, nous espérons que des gens qui viennent là pour se droguer et ne pas dormir pendant 3 jours se montreront raisonnables. Non, mais là, on est en effet dans le multiverse, là, en fait. Elle vit dans une dimension parallèle, Madame Raquin. Et puis surtout, ça montre à quel point on s'est accommodé à l'anarchie, puisque maintenant, ça paraît naturel que des forces de l'ordre soient prises pour cible, qu'il y ait quand même des dizaines de personnes qui finissent à l'hôpital. On s'accommode. Et je suis d'accord avec vous. Et en fait, c'est ça. Et ça pourrait faire la une de tous les journaux, mais non. Parce que, mais non. Mais justement, le traitement médiatique était très intéressant ce week-end. D'ailleurs, Laurent Nunez, je trouve, dans un... Il a été bien. Il a été très bien. Franchement, il est bien. Il a fait, franchement, Laurent Nunez. Évidemment, il n'est pas allé jusqu'au bout, mais je le comprends. C'est-à-dire qu'il ne fait pas intervenir parce que après, tu ne sais pas ce qui peut arriver. La société n'est pas prête à entendre ça. Après, si tu vas au contact... Il y a eu quand même des arrestations, des verbalisations, mais c'est vrai pas dans la mesure... Mais les verbalisations, vous croyez qu'ils n'ont même pas les... Ça, après, on peut s'interroger. Il y a eu des gardes à vue. J'imagine qu'ils n'ont même pas les... Il a parlé du traitement médiatique réservé. Oui. En fait... Ils étaient présentés très souvent comme des gentils toughers qui allaient dans des champs, s'amuser, faire la fête. Non, c'était des militants politiques qui avaient des discours politiques hostiles au ministre de l'Intérieur, contre l'armée, au moment même où vous l'avez rappelé. Mais en fait, moi, je le comprends. Tout le monde pense à soi. Je le comprends, Laurent Nunez. Il pense à lui. Je ne peux pas lui en vouloir. Et puis tout le monde pense, le président de la République dit qu'attention, parce que si dans le climat aujourd'hui, vous allez, qu'est-ce qui va se passer? Donc tout le monde. Mais en fait, il faut tolérance zéro. Il faut avoir, en fait... Il faut du courage et il n'y en a pas. Donc de soumission en soumission en soumission. Quand vous parlez avec les spécialistes du maintien de l'ordre, Pascal, je ne suis pas certain que l'intervention massive de forces de l'ordre, je vous le dis comme ils le disent, l'intervention massive de forces de l'ordre dans un champ comme ça, en plus en l'occurrence un champ miné, mais même dans un champ où vous avez des toughers, ça risque d'être plus contre-productif qu'autre chose. Alors en effet, je peux comprendre l'aspect dissuasif de la manœuvre. Je ne suis pas sûr que ce soit la plus efficace pour mettre fin à ce... En fait, il faut arrêter en amont. Il faut que les services de renseignement soient plus efficaces pour arrêter les toughers en amont. Vous félicitez de la fermeté du langage du ministre de l'Intérieur. Moi, non, quel est le message que reçoivent les futurs toughers? Allons-y. Mais évidemment, c'est ce que je vous ai dit. Moi, c'est ce que je retiens de la séquence. Bien sûr. Alors, M. Nunez, il peut... La loi va évoluer. Non, mais... Oui, mais bon. La loi excusez-moi Thomas, mais la loi, en fait, elle existe déjà. Camille Brère. La loi, elle existe déjà, mais sauf qu'elle n'est pas du tout appliquée. Normalement, il risque jusqu'à 1 500 € d'amende et 3 ans de prison. Donc il n'y a absolument aucune, vous le savez très bien, il n'y a rien qui sera appliqué. Les amendes, et ce 300 €, c'est rédhibitoire. Vous pensez que c'est rédhibitoire, 300 €? Moi, j'ai pas l'impression. Vous pensez qu'ils vont les payer? J'ai pas l'impression non plus. Donc de toute manière, en termes de répression, il n'y a rien qui sera appliqué. Et le profil des toughers était très intéressant, c'est ce que j'ai regardé hier. On a beaucoup d'étrangers et surtout beaucoup d'Italiens. Et vous savez pourquoi on a beaucoup d'Italiens? Parce qu'en Italie, c'est pas la même peine. Vous risquez jusqu'à 6 ans de prison. Et tu les mets tous en prison? Tous? Il va falloir construire des places. Mais oui. Mais bien sûr. Mais les places la jurisprudence Notre-Dame, faire les 150, les 150 projets, tu mets des prisons, t'en mets 10. T'en mets 10. S'il en faut 10, s'il en faut 20, t'en mets 20. Puis s'il en faut 50, t'en mets 50. T'appelles M. Bukele, tu lui dis que... Vous croyez qu'il ferait ça au Salvador? Oui. Ben non, tu les mets. Mais ou alors tu laisses faire. Pas l'état de la scène techno. Non, en fait, qu'est-ce que je vous dis? Ou tu laisses faire. Moi, je mets tout le monde en prison. Pendant 8 jours, 15 jours, 3 semaines, ça les fera réfléchir. Je ne vais pas les mettre à vie à prison. Mais alors on me dit, ah oui, mais c'est pas possible. On n'a pas les moyens. Ah bon, alors laissons faire alors. Et voilà. Laissons faire, il n'y a pas de souci, puisqu'il n'y a rien à faire.
le sont fait. Et voilà, les braves gens, les agriculteurs, tout le monde s'en fiche. C'est ce que les Pays-Bas ont fait. Ils ont mis en œuvre tout un tas de courtes peines et aujourd'hui, les prisons se vident aux Pays-Bas. Mais oui, alors, voyons, les magistrats aussi qui suivent. C'est l'Italie le modèle sur cette question-là. C'est d'ailleurs ce que. Mais ils n'en ont rien à faire parce que tous ces gens-là, évidemment, ça se passe dans un endroit. S'ils venaient dans le 6e ou le 7e arrondissement, ça ennuierait les bourgeois. Et puis peut-être les ministres, et puis peut-être les... Mais là-bas, c'est des agriculteurs, on s'en fout, c'est des ploucs. Ça ne nous dérange pas. Oui, il y a 2-3 personnes qui ont gueulé, mais bon, il n'y a pas d'incident grave. Bon, écoutons le sujet LFI qui a défendu. Et alors, LFI, le canon français n'a pas le droit aux mêmes égards. Les banquets, en revanche, c'est... Les canons, voilà, ça c'est fasciste. C'est organisé, c'est légal, ça c'est fasciste. Bon, voyez le sujet de je ne sais qui d'ailleurs, le sujet de Marine Sabourin peut-être. L'une est dans le viseur de la France insoumise et l'autre est encouragée par des membres du parti d'extrême gauche. Entre le canon français et les free parties géantes, LFI a fait son choix. Si le gouvernement veut durcir la répression des free parties illégales, l'eurodéputé LFI Manon Aubry ne condamne pas la tenue de cet événement, mais appelle plutôt à son encadrement. Je pense qu'il vaut mieux les accompagner, donner des autorisations préfectorales pour identifier des lieux où ces fêtes peuvent se tenir. En parallèle, certains membres du parti se positionnent contre le canon français. L'une des pétitions contre l'événement a été soutenue par l'eurodéputée LFI Emma Fourreau. Ces rencontres sont pourtant légales et autorisées. Depuis plusieurs mois maintenant, nous subissons une campagne de harcèlement et de diffamation extrêmement violente. Ceux qui nous attaquent, notamment la France insoumise, installent un climat de tension permanent. La free party géante illégale, organisée sur un terrain militaire ce week-end, a réuni jusqu'à 17 000 participants, selon la préfecture. Pour le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, les sanctions devront être durcies à l'avenir pour éviter des rassemblements similaires. Richard Millet. D'un point de vue sémantique, tout est dans le bandeau. Free Party en globish et le canon français en français. Voilà. Non, mais on parlait du traitement médiatique. J'ai fait ma chronique sur ce 2 poids 2 mesures. Je me suis plongé dans des articles qui parlaient du canon français, les annulations de ces banquets. À chaque fois, vous avez le droit à Pierre-Édouard Stérin, ultra-conservateur, d'extrême droite. Et si c'est pas assez, on rajoute catholique pour vraiment avoir le triptyque, vraiment pour l'accuser de tous les maux. C'est fascinant de voir comment on qualifie les différents événements, sachant que certains des banquets du canon français ont été annulés. Donc ça veut dire que là, en l'occurrence, on peut annuler des événements qui, pour le coup, étaient organisés, légaux et avec des invités. Nous ajouterons que Mme Aubry, je crois, a qualifié de délinquant un boulanger qui ouvre le 1er mai. Oui. Donc les teufeurs sont des bons enfants. Le boulanger qui fait son métier est un délinquant. Ben voilà, c'est un peu le fond de la philosophie de LFI et l'annonce de la nouvelle France qui nous attend. Écoutez, il y a des élections présidentielles qui arrivent et l'année prochaine, on verra ce que décideront les Français. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ils auront le choix. Hier, vous avez écouté Jean-Luc Mélenchon, on en parlera tout à l'heure. Lui, il défend ce monde-là. Les Français auront le choix. Bon, en tout cas, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. Sabrina Boerlin voulait nous préciser quelques informations sur le plan judiciaire. Hier, en début de soirée, ils étaient encore 11 000 personnes, 11 000 teufeurs, toujours présents de manière illégale sur ce terrain militaire du Cher. Ils étaient quasiment 20 000 en tout pendant cette rave party. Selon nos informations, 17 000 avaient été contrôlés ce dimanche soir, alors que l'événement touche à sa fin. 600 verbalisations ont déjà été annoncées ce week-end par le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Mais depuis, le chiffre il a sensiblement augmenté, puisque hier soir, on comptait plus de 2000 procès verbaux dressés, des verbalisations notamment pour détention de stupéfiants, 5 gardes à vue et puis des saisies d'armes. On en compte 57 à ce stade, mais aussi des saisies de matériel musical. Ce bilan continue d'évoluer, puisque les teufeurs sont encore en train de quitter les lieux ce matin. Mais déjà, on redoute l'après, puisque des dégradations ont déjà été constatées sur le site. Il y a notamment des tags, une porte de bunker fracturée, une barrière cassée, et puis il y a des blessés. 81 personnes ont été prises en charge par les secours. 4 d'entre elles sont en urgence absolue. En fait, ce qu'il y a en permanence dans notre société, c'est le 2 poids 2 mesures que vous avez souligné. Il y a
Tony Gomez qui nous écoute. Tony Gomez, un homme de la nuit qui a des établissements dans Paris, en tout cas qui les a dirigés, et qui écrit ceci et qui traduit tout simplement ce que la majeure partie des braves gens, entre guillemets, peuvent penser aujourd'hui de la société française. Il dit « Je trouve incroyable la manière dont sont traités les free-parties. Les discothèques et les free-parties ont une chose en commun, la fête, mais pas les règles. Les discothèques sont ultra régulées, taxées, contrôlées. Au moindre écart, la sanction tombe. Fermeture administrative. À côté des free-parties illégales, sans charge, sans loyer, sans contrôle et surtout sans sanction. Pourquoi cette différence de traitement? Où sont l'équité et l'autorité publique? Cette société entretient le deux poids, deux mesures. » C'est magnifique de dire ça, parce qu'il traduit par les mots les plus simples. C'est-à-dire que tu es, alors je vais employer un mot trivial, tu es emmerdé dans tous les domaines par des petites minorités. Dans tous les domaines. Et ces minorités agissantes ont tous les droits. Et la majorité, elle est soumise à l'autorité qu'elle respecte. Et vous avez des minorités, mais ça, ce qui est vrai avec les free parties, est vrai dans plein d'autres domaines. Et l'État ne fait rien. Enfin, moi, je ne sais pas. Alors, c'est les scooters, c'est les comment ça s'appelle les rodéos. Comment ? Les rodéos. Les rodéos urbains, tout ça. Bon. Mais il faut être des sanctions, mais exemplaires, en fait. Parce que c'est une toute petite minorité. Mais c'est tolérance zéro. Moi, et pour aller dans le sens de Tony Gomez, il faut répondre à... Ce que je dis là, mais il y a 80% des gens qui nous écoutent qui doivent se dire, mais il a raison. Il faut répondre à l'argument qu'on a entendu qui dit il faut qu'on ait des terrains légaux pour pouvoir faire nos fêtes. Ils ne veulent pas de la légalité de ces fêtes parce que par définition, si c'est légal, ils vont être tenus responsables de ce qui s'y passe. Et on sait ce qui s'y passe. C'est la consommation massive de drogue. Donc en effet, ils préfèrent rester dans l'illégalité pour que personne ne soit embêté. Un peu de Robert Bourgi, un peu de retour à l'autorité. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui avez incarné ou qui avez été avec des chefs d'État qui, disons-le, étaient sur un autre bord, puisque c'était des dictateurs. Donc on va peut-être pas... Si vous m'avez invité, Pascal Praud, c'est parce que vous savez que j'ai un langage cash. Oui. Je regrette beaucoup cette affaire des costumes de Fillon. J'aurais souhaité me mordre la langue. J'aurais souhaité que Fillon ne m'ait pas manqué. Il sait ce dont je parle. Et Macron, comme on dit en Afrique, il a gâté la France. C'est un État qui manque d'autorité. Souvent, je me surprends à dire il nous faut un Poutine en France. Ces rares partis n'auraient pas existé. Je vais le retirer pour vous. Mais un peu d'autorité, oui. Ces rares partis n'auraient pas existé. Ces dérives n'auraient pas existé. Ces rodéos urbains n'auraient pas existé. Je suis même pas sûr. Et j'en suis même pas certain. Détrompez-vous, Pascal. Je suis même pas certain parce que toujours la société, elle n'est pas prête à accepter ça. Je regrette les coups qui ont mis à terre Fillon. C'est vous qui les avez donnés. C'est trop tard. Ah oui. On ne peut pas remonter l'horloge du temps. Mais j'ai décidé de jeter l'anathème sur Dominique de Villepin. C'est un homme dont j'ai dit dans mes mémoires, parus il y a 2 ans, que je l'admirais et que je l'affectionnais. Mais depuis 2 ans, on assiste à une dérive totale. Et de ce que Dominique de Villepin représentait pour moi et dans l'imaginaire collectif. Le gaulliste, le gaullien, mais depuis 2 ans, je ne reconnais plus cet homme. Copie-collé avec Mélenchon, copie-collé avec Rima Hassan, copie-collé avec toutes sortes de dérives. Est-ce que vous imaginez simplement un ancien secrétaire général de l'Élysée, un ancien proche du président de la République, aller faire le pantin à la fête de l'humanité, baignant dans la démagogie la plus immonde? Moi, je ne supporte pas. Et j'ai décidé, en âme et conscience, de dire qui est Villepin. C'est un imposteur. Les gens disent un imposteur génial. C'est un imposteur fou. Et ces leçons qu'il donne aux politiques français de la droite et du centre m'insupportent. Je voulais livrer le vrai visage de Villepin et mettre en garde ceux qui, aujourd'hui,
serait tenté d'avoir pour lui des pensées amènes, de leur dire vous vous tromperiez lourdement. Bon, alors j'entends ce que vous dites, mais vous intervenez pour des raisons politiques. Mais s'il n'avait pas eu cet engagement politique, vous ne seriez pas intervenu. Mais ce que j'apprends, si tant est que ce soit vrai, est quand même sidérant, puisque vous dites qu'il y a une douzaine, voire une quinzaine entre 97 et 2005, vous l'avez suivi, et il se serait fait remettre 50 millions d'euros. 50 millions d'euros. C'est-à-dire que, pardonnez-moi, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas son engagement politique à gauche ou présidentiel, ça, vous ne l'auriez pas dit. Ah, vous êtes bien indulgent, parce que si il s'est fait remettre 50 millions, ça montre, je ne sais pas d'où vous tenez ces chiffres, vous allez pouvoir nous les dire. La livraison la plus documentée est celle liée à Laurent Gbagbo, dites-vous, ex-président de la Côte d'Ivoire. Ce dernier en parle dans un livre en 2014 et devant les caméras en 2024. Un pacte secret a été conclu entre lui, Villepin et moi. Les traces de ces rendez-vous figurent dans mes carnets. Enfin, vous auriez pu le dire quand même, parce que c'est des gens d'une... Si, c'est vrai, je le dis. Écoutez, je dénonce ces pratiques, je les dévoile en septembre 2011. Mais vous êtes aussi la planète médiatique m'est tombée dessus. Mais vous êtes aussi acteur de ça, vous êtes vous-même Je n'ai pas été répréhensible. acteur. J'ai été présent lorsque ce pacte a été conclu entre Villepin et Laurent Gbagbo. Mais c'est parfaitement illégal. Et ça s'est passé, je ne l'ai jamais dit, au restaurant La Pérouse, sur les quais. Oui, je suis bien d'accord avec vous. Je me doute bien que ça ne se passe pas au McDo. Mais en revanche... Attendez, Pascal Praud. Si quand je l'ai dit, le doute s'est installé. Oui. Fort heureusement, Gbagbo est intervenu récemment pour dire Robert Bourgi dit la vérité. J'ai versé 3 millions de dollars. Mais pourquoi? Mais allez lui demander. Mais pourquoi il donne 3 millions de dollars? Pour soutenir l'action politique de Jacques Chirac. Oui, mais c'est très grave ce que vous nous dites. Non, mais c'est la vérité. Mais peu importe. C'est très grave. Si c'était faux, Pascal Praud. Mais je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Je dis que ce que vous dites est grave. Diffamation. Oui. Vous l'avez vu, une diffamation de Jacques Chirac? Vous avez vu une diffamation de Villepin? Est-ce que vous en avez vu? Non, mais c'est des pratiques. Si vous dénoncez un seul jour, si vous dites un seul jour, Robert Bourgi a touché 10 000 euros et que ça n'est pas vrai, je vous assure, Pascal Praud, vous êtes devant les tribunaux dans le mois qui suit. Bon, vous dites que vous n'avez jamais été rémunéré pour ça, mais... Les chefs d'État me rémunèrent. Voilà, ils vous donnaient... Adressez-vous à l'administration fiscale. Ils vous donnaient 500 000 euros, je crois, au Marbongo, par an pour ça. Bon. L'administration fiscale est là. Oui. N'importe qui peut aller se renseigner. Mais aujourd'hui, comment dire, après ces informations-là, et après on va marquer une pause et puis on continuera avec vous, mais il va être inquiété, Dominique de Villepin? Je ne sais pas. Mais j'ai pour vous, j'ai lu quelque part que ils s'en défendaient, ils pensaient que c'était un cadeau. Farfelu, oui. Et que c'est Robert Bourgi qui a fait les cadeaux. Non, mais il se défend très mal, puisqu'il nous prend pour des imbéciles. Il dit c'est un cadeau de Robert Bourgi à 100 000 euros. Moi, je veux bien, personne ne reçoit des cadeaux à 100 000 euros. Pascal Praud. Il pensait, non, mais là, il nous prend pour. Il dit que Robert Bourgi lui a offert ces cadeaux, mais qui ont été livrés par le galériste au Quai d'Orsay. Et lorsque le journaliste faisait ce reportage, il est allé à la galerie de Souzy. Et la galerie de Souzy a confirmé que ça n'était pas Robert Bourgi qui avait payé les statuettes. Les factures sont là. Elles sont là. Non, vous gardez tout. Je garde tout. Qu'est-ce que vous lisez, madame? On a l'impression... Qui a payé ça? Je suis la speakerine. Bon, on va marquer une pause, mais dites-moi. Non, mais regardez, mieux vous avoir... Je garde tout. Oui. Robert Bourgi voit tout. Robert Bourgi entend tout. Robert Bourgi retient tout. Et Robert Bourgi note tout. J'ai 1 millier de carnets trimestriels. Faites attention à vous. Non. Bon, montrez qu'est-ce que vous avez là, la photo que vous avez, c'est quoi? Ça, c'est une... Donnez-la moi. Faites-la passer. C'est magnifique. C'est l'empereur à Sainte-Hélène. Ah ouais, alors ça a été donc... Et ça vaut combien, ça? C'est un bronze, manifestement. 50 000. Ça vaut 50 000. Ça, c'est un bronze. Oui. Je le montre à l'antenne. Bon, ça a été... Et il est où, ce bronze, aujourd'hui? Avec Villepin. Il est chez Villepin. Bon,
Bon, alors là, j'ai effectivement la galerie de Lisez qui est Monsieur le payeur. Gianangelo Perucci, ça date de 2003, une sculpture en bronze à patine brune représentant l'empereur à Sainte-Hélène, prix de vente 50 000 €, donc c'était il y a 20 ans, aujourd'hui ça doit valoir un petit peu plus, j'imagine, en votre règlement par virement bancaire, RIB, marchandises... non, bon, bah écoutez, on va marquer une pause, et puis si Dominique de Villepin nous écoute, et je ne doute pas qu'il nous écoute peut-être, bah il peut réagir, forcément, il peut venir sur ce plateau. Avant la coupure, voilà le deuxième buste de l'empereur. Je vais pas. Bon, il y a trop de débats. Il est 9h27. Je vais pas faire. Qui a payé, madame? Celui-là, je l'avais vu. Je le trouve très beau. Qui a payé? Les deux. Charles-Louis Corbet. Bon, ça c'est Regardez très beau. qui a payé. Et qui a payé? Si c'est Robert Bourgi. Bon, Richard Millet me non, fait mais passer. faut arrêter. C'est là, ben oui. Non, mais là, c'est effectivement. C'est Monsieur le Président de la République du Burkina Faso de Ouagadougou. Une sculpture de Napoléon, 75 000 €.